Je suis Dr Lortal, directrice de recherche à IPAR. IPAR, c'est pour Initiative Prospective Agricole et Rurale. Nous sommes un think tank qui est basé à Dakar, mais qui travaille dans toute l'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Quelle est la pertinence que les scientifiques sénégalais, c'est-à-dire des chercheurs femmes du Sénégal, se retrouvent pour discuter de leur contribution aux objectifs du développement durable? Je crois qu'il y a deux grandes raisons pour lesquelles des femmes devraient se retrouver pour parler de leur contribution aux objectifs de développement durable. Tout d'abord, parmi les 17 objectifs de développement durable, on en a un, le 5e, qui concerne l'égalité des genres. Et donc, une de nos discussions était de comprendre qui étaient ces femmes chercheurs, combien elles étaient, est-ce qu'elles étaient nombreuses, et on s'est rendu compte que les femmes en recherche représentaient 25% des chercheurs au Sénégal, et que de ces 25%, 10% seulement étaient en sciences. Et donc on a un gap assez important en termes de représentativité des femmes dans la recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on voulait comprendre à quoi s'intéressaient ces femmes, sur quoi elles travaillaient. Est-ce que les femmes travaillent sur des sujets différents de ceux des hommes? Est-ce que les femmes abordent les questions de recherche de façon différente des hommes? Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas de différence fondamentale sur les questions de recherche abordées ou les méthodes utilisées, puisqu'on avait des femmes mathématiciennes, des femmes biologistes, informaticiennes. Mais c'était plutôt sur la sensibilité par rapport aux questions de développement. Il y a un vrai intérêt pour l'impact social, l'impact sur le bien-être des populations dans les recherches menées par les femmes qui étaient là avec nous. Oui. Alors, si vous organisez une telle rencontre ici des scientifiques sénégalais, est-ce que ça veut dire que quelque part votre apport n'est pas vulgarisé, il n'est pas connu en tant que femme chercheur? Je crois que la recherche et la vulgarisation de la recherche en Afrique a toujours besoin de plus d'appui. Les chercheurs africains sont les chercheurs qui publient le moins, dont la recherche est le moins connue dans le monde. Et donc, ce n'est pas le point des chercheurs femmes, mais c'est le point de tous les chercheurs au Sénégal et en Afrique qui ont besoin que leur recherche soit reconnue. Et donc aujourd'hui, on a mis la lumière sur des femmes chercheurs et leurs résultats de recherche. Et c'est à saluer, mais c'est toute la recherche sénégalaise qui doit être mise en lumière, à mon avis. Oui. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a certaines sciences qui restent inatteignables pour les femmes sénégalaises? Est-ce qu'il y a certains secteurs où elles ont du mal à percer? Il y a des secteurs en recherche et ailleurs où il y a très peu de femmes. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est inatteignable? Non. Il y a toujours quelques femmes qui y arrivent, mais c'est sûr que pour ces femmes-là, ça demande des fois beaucoup plus d'efforts que pour leurs collègues masculins. Ça demande une énergie supplémentaire et donc ça ne devrait pas être le cas. À IPAR, nous travaillons sur les questions d'intelligence artificielle, par exemple. Et nous avons créé un réseau panafricain sur le genre et l'intelligence artificielle responsable qui s'appelle GRAIN, pour Gender and Responsible AI. Et dans le cadre de ce réseau, on a interrogé les chercheurs africains sur l'intelligence artificielle. C'est une technologie émergente, relativement récente, et on s'est rendu compte que même si on avait des femmes en informatique, même si on avait des femmes en mathématiques, sur les questions d'intelligence artificielle spécifiquement, on avait très très peu de femmes, encore moins, et que les questions spécifiques à l'inclusion, à l'équité du genre étaient très peu traitées par la technologie de l'intelligence artificielle. Donc notre objectif dans le cadre de ce projet, par exemple, c'est d'avoir plus de femmes dans ce domaine, et c'est aussi d'avoir des personnes, hommes et femmes,
qui travaillent à développer des technologies qui vont répondre aux besoins des femmes. Si c'est en agriculture, ça va être des technologies qui s'adressent aux femmes agricultrices. Si c'est dans la santé, ça va être des technologies qui permettent de détecter ou de soigner des maladies qui sont des maladies de femmes. Ça peut être le cancer du sein ou d'autres. Voilà. Alors, parlons justement de l'intelligence artificielle. Est-ce que les derniers développements auxquels on a eu droit, avec notamment ChatGPT, ça vous fait peur? Les derniers développements en intelligence artificielle me donnent beaucoup d'espoir. Parce que je me rends compte, avec ces développements, que le développement de software, d'applications, devient plus accessible, plus ouvert. Et pour nous, les chercheurs du Sud, pour nous, les acteurs du développement au Sud, c'est une chance extraordinaire. Mais il ne faut pas qu'on rate le train. Il faut qu'on soit dans le train et qu'on soit en tête de wagon si on ne peut pas être la locomotive. On a parlé en Afrique de ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire qu'on passe d'une technologie qui est ancienne à une technologie qui est très nouvelle sans passer par les différentes étapes. Et on l'a fait par exemple pour l'accès au téléphone cellulaire. Et il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose de pareil avec l'intelligence artificielle parce que c'est un outil que l'on peut maîtriser, qui peut être accessible et qui parle aux jeunes. Et l'Afrique est le continent des jeunes. Donc alors, non, je suis très positive, oui. Alors, justement, l'intelligence artificielle, les enjeux aujourd'hui sont énormes et la France s'est réveillée récemment, elle s'est rendue compte qu'elle est très en arrière par rapport aux pays comme la Chine, le Japon, les États-Unis. Et nous, l'Afrique, est-ce que vous pensez que nos dirigeants prennent suffisamment en compte les enjeux et d'investir dans ce domaine des intelligences artificielles? Les gouvernants, les États commencent à prendre la mesure des opportunités que peuvent apporter des outils tels que l'intelligence artificielle. Si on parle de l'Afrique de l'Ouest, on a le Bénin, qui est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir sorti une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Au Sénégal, actuellement, à l'heure où je vous parle, nous avons des acteurs sénégalais qui sont en train de réfléchir à la stratégie nationale du Sénégal. Et donc, il y a une volonté de réfléchir aux politiques, au cadre, au financement de cette intelligence artificielle, mais bien entendu, c'est encore assez balbutiement et il faut que les acteurs de la recherche, et là les acteurs de la recherche sont vraiment centraux, poussent pour montrer les opportunités, pour démontrer l'importance et pour faire le plaidoyer pour que cette technologie ne soit pas juste une technologie qui vient du Nord, mais que ça soit une technologie du Sud, développée au Sud pour le Sud. Alors pour en revenir aux femmes, est-ce que globalement les femmes chercheuses scientifiques sont obligées de faire beaucoup plus d'efforts pour prouver, pour laisser leurs empreintes? Je crois que être une femme dans le monde professionnel demande en général plus d'efforts. Donc à niveau d'études égal, à niveau de responsabilité égal, à niveau de performance égale, les femmes font plus d'efforts parce qu'elles ont de multiples casquettes et dans nos pays africains, au Sénégal et dans d'autres pays, en plus de la casquette professionnelle, il y a des casquettes de responsables de la famille, de responsables de l'éducation des enfants, de responsables de la gestion de la maison. Et ces responsabilités incombent en grande majorité aux femmes. Et donc les femmes chercheurs ont aussi ces casquettes et pour elles, c'est plus de gestion, c'est plus d'agilité. Et peut-être que ces capacités, cette façon de jongler d'une casquette à l'autre leur permet aussi d'être de meilleurs chercheurs, des meilleurs leaders, des meilleurs gestionnaires dans leur travail. Alors ma dernière question, ça a trait au genre. Aujourd'hui, de plus en plus, même dans les écoles de journalisme, on enseigne le genre. On nous encourage à donner la parole aux femmes, les femmes qui sont spécialistes, expertes de ci ou de ça. Ben, nous, on essaie de jouer notre partition, c'est-à-dire que quand on va sur le terrain, on essaie également de donner la parole à la sociologue, à la cryptologue, pas seulement le sociologue ou le cryptologue. Mais le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que quand nous allons vers les femmes
Même quand elles sont expertes ou spécialistes, souvent elles refusent de prendre la parole. Voilà, vous, quel est votre rapport aux médias dans le but de vulgariser ce que vous faites, d'avoir votre parole? La place des femmes devant les médias est une large question qui ne, comme vous l'avez dit, n'est pas spécifique aux femmes chercheurs. Je crois que c'est lié à des pesanteurs, ou en tout cas sociales, ou à une éducation où on apprend aux femmes à être derrière, à être plus modestes, à être plus humbles. Mais les choses changent. On a des jeunes femmes qui grandissent en se montrant sur TikTok ou dans Instagram, et ces femmes-là ne seront pas les femmes que nous sommes ou les femmes que nos mères ont été. Donc je crois qu'il va y avoir un vrai changement dans la relation des femmes et des jeunes à la communication et aux médias. Donc chaque fois qu'on donne la parole à une femme et qu'elle refuse de parler, est-ce qu'on peut estimer que c'est une occasion exceptionnelle à elle de s'exposer, de marquer des points? Tout à fait, on peut le dire, c'est une opportunité qui est donnée, et c'est à chacune de la saisir. D'accord. Madame Lortal, merci beaucoup. Merci.